Personne disparue, volume 1, épisode 3. Partout dans le monde, des personnes disparaissent encore et encore. Le nombre de cas se compte par milliers. Elles disparaissent de manière inexplicable, comme si la terre les avalait, d'un instant à l'autre. Rhonda Cardinal, Calling Lake, 2012. Rhonda Cardinal a disparu le 31 juillet 2012 à Calling Lake, en Alberta, Canada. Elle avait 42 ans au moment de sa disparition. Rhonda Cardinal a pris une pause et est partie seule dans son chalet de chasse dans les bois à Calling Lake pendant une semaine en été 2012. Calling Lake est l'un des nombreux lacs du nord du Canada. Il y a aussi un petit village là-bas, mais il est très petit. Cet été-là, Rhonda cherchait la paix et la solitude. Mais elle a trouvé quelque chose de complètement différent. Quelques jours plus tard, un parent est allé lui rendre visite. Mais quand il est arrivé au chalet, elle n'était pas là. Il a donc attendu. Lorsqu'il a essayé de la joindre sur son téléphone portable, il a découvert qu'elle avait laissé son téléphone dans le chalet. Il semblait qu'elle n'avait pas l'intention de partir longtemps. Quand elle n'était toujours pas revenue à la tombée de la nuit, il a informé les autorités et a signalé la disparition de Rhonda. Recherche. Les autorités canadiennes ont lancé une vaste recherche pour retrouver Rhonda. Des équipes de recherche ont fouillé la zone autour du chalet de chasse à pied pendant 8 jours, ont cherché depuis des hélicoptères avec des caméras thermiques et ont exploré la région environnante avec des motos tout-terrain. Cependant, la recherche était difficile. Le terrain était presque impraticable, marécageux, densément boisé, avec beaucoup de broussailles, de rochers, de débris et de pentes. Il n'y avait toujours aucune trace de Rhonda, pas la moindre indication qu'elle se trouvait dans la région. Finalement, la recherche a été interrompue sans résultat. Trouvée. Puis le 15 août, environ 14 jours après sa disparition et à 22 km du chalet de chasse, Rhonda a été récupérée par un conducteur sur le bord de la route. À 22 km de son chalet, à travers une forêt dense, des marécages et un terrain impraticable. Comment est-elle arrivée là? Elle était assise au bord de la route, confuse, sans souvenir précis de ce qui s'était passé. Elle a dit « Elle a dû avoir un blackout dans le chalet de chasse, car elle s'est soudainement retrouvée au milieu de la forêt. Elle ne se souvenait de rien, ni de quitter le chalet, seulement de fragments de moments où elle errait dans la forêt. Mais elle devait l'avoir fait. Elle a également réalisé qu'apparemment, elle avait enlevé ses chaussures dans la forêt et enroulé son t-shirt autour de ses pieds. Elle ne pouvait pas expliquer pourquoi. Elle ne portait qu'un débardeur. Autrement, elle était complètement nue. Elle a dit qu'elle avait probablement survécu en mangeant des baies et en buvant de l'eau des nombreux ruisseaux de montagne. À un moment donné, elle est tombée sur un autre chalet de chasse, au fond de la forêt, où elle est entrée par effraction et s'est nourrie des provisions qui s'y trouvaient. Elle y a passé 2 nuits avant de continuer. Question. Pourquoi Rhonda Cardinal a-t-elle eu un blackout? A-t-elle quitté le chalet après cela? A-t-elle vraiment eu un blackout ou a-t-elle perdu la notion du temps et changé de lieu pendant cette période? Elle a peut-être erré dans la forêt pendant longtemps, mais étaient-ce les 14 jours complets, ou plutôt 3 ou 4 jours? Elle semble n'avoir aucun souvenir de ce qui s'est passé entre son séjour dans le chalet et son retour à la conscience loin dans la forêt. Qu'a-t-elle fait et où était-elle vraiment
Et pourquoi a-t-elle enlevé ses chaussures, en pleine nature? Ou a-t-elle quitté le chalet à moitié nue, vêtue seulement d'un débardeur? C'est du moins l'histoire qu'elle raconte. Peut-être dit-elle cela parce qu'elle ne veut pas dire ce qui lui est vraiment arrivé. Peut-être qu'elle reconstitue tout cela à partir de faits rares, sans souvenir authentique. C'est l'un des rares cas où la victime a été retrouvée vivante. Cependant, cela ne permet pas forcément de clarifier ces cas. Au contraire, ces détails soulèvent encore plus de questions. Par exemple, comment cette femme a-t-elle survécu 2 semaines dans les bois, si loin au nord? Même en plein été, les températures moyennes diurnes dans le nord du Canada ne sont que d'environ 16 degrés Fahrenheit. La nuit, elles descendent à moins de 10 degrés Fahrenheit en moyenne, et dans des cas extrêmes, même en juillet, en dessous de 0. Comment a-t-elle survécu 14 nuits dehors, nue, parmi les buissons, les broussailles et les arbres? Pourtant, elle a manifestement survécu. Elle a été retrouvée à 22 kilomètres du chalet, après 14 jours dans le froid de la nature sauvage du nord du Canada. Elle prétend avoir survécu en mangeant des baies. Elle aurait dû être à moitié affamée. Que s'est-il vraiment passé ici? La femme a-t-elle eu une crise psychotique? Mais cela ne l'aurait pas emmenée à 22 kilomètres de son chalet. Évaluation. Beaucoup de femmes dans ces cas semblent errer sans but et sans conscience. Par exemple, Lindsay Gardner en 2015, voir CAS 86, volume 2, ou Kathleen Lauder en 2014 en Utah, voir CAS 14. Dennis Martin, Smoky Mountains, 1969. Dennis Martin disparaît le 14 juin 1969 dans le parc national des Great Smoky Mountains, au Tennessee. Il a 6 ans au moment de sa disparition. Le 14 juin, Dennis Martin se rend avec son frère, son père et son grand-père de Knoxville au parc national des Great Smoky Mountains. C'est la fête des pères et les hommes veulent passer une journée ensemble avec leurs garçons. De Knoxville, il faut un peu plus d'1 heure de route vers le sud pour arriver à l'entrée du vaste parc national, une destination populaire et souvent visitée. Ce jour-là, ils s'enfoncent profondément dans le parc jusqu'à une grande clairière, un plateau entouré de forêts denses appelé Spence Field. Depuis Spence Field, il y a une vue panoramique sur la dense forêt des Great Smoky Mountains jusqu'à l'horizon. Pendant la journée, les enfants jouent avec leur grand-père sur le plateau, courant autour de la grande clairière, presque entièrement entourée par la forêt environnante, jouant à cache-cache. Dans l'après-midi, une autre famille arrive à Spence Field. Monsieur Martin et le grand-père de Dennis sont maintenant installés sur des chaises de camping, regardant les garçons jouer tout en buvant une bière. Le père des nouveaux venus s'approche de Monsieur Martin et lui demande si les enfants veulent jouer ensemble. Le père de Dennis répond « Bien sûr, venez nous rejoindre ». L'autre père se présente, son nom de famille est également Martin. Le père de Dennis répond surpris « Oh, c'est aussi notre nom ». Les enfants commencent à jouer ensemble et décident bientôt de jouer à cache-cache. Ils disparaissent derrière les buissons et les arbres, réapparaissent juste pour courir et se cacher à nouveau. La clairière ouverte, encadrée d'arbres et de buissons, offre de nombreuses possibilités pour se cacher. Le père de Dennis est un homme très attentif et intelligent qui garde toujours un œil sur ses enfants. Même en buvant sa bière et en discutant avec les autres Martins, il ne perd jamais complètement de vue ses fils. Il voit Dennis se cacher derrière un buisson juste au bord de la forêt. Dennis jette un dernier coup d'œil en arrière et disparaît derrière le buisson. C'est la dernière fois que M. Martin verra son fils. Quelques minutes plus tard, lorsque tout le monde doit sortir de ses cachettes, Dennis ne réapparaît pas derrière le buisson.
M. Martin observe la situation avec prudence pendant un moment, puis se lève et se dirige vers le buisson. Dennis n'est plus là. Il n'y a personne derrière le buisson. Il regarde autour de lui et remarque le sentier Appalachian Trail qui traverse le plateau de Spencefield à cet endroit. Il suppose que son fils pourrait avoir suivi le sentier un peu plus loin, dans la forêt, pour se cacher. Alors, il suit le sentier en appelant Dennis, mais il ne reçoit aucune réponse. Il ne recevra jamais de réponse. M. Martin commence à marcher plus vite le long du sentier, appelant Dennis. Bientôt il commence à courir. Il est en bonne condition physique et bien entraîné. Il court plus de 3 kilomètres le long du sentier, cherchant son fils. « Dennis !» crie-t-il à plusieurs reprises, bientôt à bout de souffle, la panique montant en lui. Mais il n'obtient aucune réponse. Il retourne en courant au campement et dit au grand-père qu'il ne trouve pas Dennis. Le grand-père monte immédiatement dans la voiture et se rend au service du parc, et en 1 heure, les gardes forestiers avec une équipe de recherche sont sur place. Seulement 1 demi-heure après la disparition de Dennis, il commence à pleuvoir fortement. Il pleut presque sans interruption pendant les 10 jours suivants, ce qui complique considérablement les recherches pour retrouver Dennis. Le père de Dennis refuse de quitter le parc et y reste pendant les 6 semaines suivantes, cherchant son fils. Événement clé. Alors que la famille Martin cherche leur fils Dennis sur le plateau de Spencefield, la famille Key est à la station des gardes forestiers, demandant où ils peuvent voir des ours dans le parc. Les gardes forestiers leur suggèrent d'essayer Rollins Creek, un ruisseau de montagne qui traverse un petit canyon. Ainsi, les 4, père, mère et 2 enfants, conduisent jusqu'à Rollins Creek. Ils sortent de leur voiture sur le parking et marchent dans la nature. Ils montent la montagne sans suivre de sentier, directement dans la nature, et atteignent finalement le petit canyon. Ils trouvent Rollins Creek et le suivent. Soudain, toute la famille s'arrête. À travers la vallée résonne le cri le plus fort et le plus terrifiant qu'ils aient jamais entendu. Un cri aigu, inhumain, un hurlement. La famille dira plus tard que le cri était plus fort et plus effrayant que tout ce qu'ils avaient entendu. Les Kay se demandent ce qui aurait pu pousser ce cri terrible. Alors qu'ils continuent de suivre le ruisseau de la montagne, le garçon s'écrie soudain « Papa, regarde, il y a un ours, là-haut, sur la montagne. » Son père regarde en haut et dit « Non, je ne pense pas que ce soit un ours. Cela ressemble plutôt à un homme. » Il voit une créature marchant sur 2 jambes, mais qui ne semble pas humaine, plutôt comme un loup marchant sur ses pattes arrière. Il regarde cette étrange créature bipède se déplacer d'arbre en arbre, convaincu que ce n'est pas un ours. Et cette créature semble porter quelque chose sur son épaule, comme un petit sac ou un petit garçon. Et puis la créature disparaît de leur vue, se glissant derrière le prochain arbre et ne réapparaissant pas. Cela se passe environ 45 minutes après la disparition de Dennis. Les Key essaient de ne pas se laisser perturber par cette observation étrange, mais décident rapidement de retourner à leur voiture et de rentrer rapidement chez eux. Le lendemain, ils lisent dans le journal la disparition de Dennis dans le parc. Ils se demandent si leur observation de la créature étrange ou de l'homme, ou quoi que ce soit que c'était, pourrait être liée à la disparition du garçon. Ils découvrent que le FBI a déjà été impliqué dans l'affaire à ce stade précoce et contactent l'agent spécial responsable. Ils proposent même de se rencontrer dans le parc pour lui montrer où ils ont fait l'observation. Mais l'agent du FBI refuse, disant qu'ils viendront chez eux. Cela est très inhabituel, car les enquêteurs préfèrent généralement obtenir une impression précise de ce que les témoins ont vu, et les visites sur place sont souvent indispensables. Recherche
Pendant ce temps, l'équipe de recherche qui cherche Dennis a grandi pour inclure plus de 1000 volontaires qui ratissent toute la zone. Cependant, ils ne trouvent aucune trace de Dennis. Puis, soudain, une unité des forces spéciales de l'armée, les Bérets Verts, apparaît sans prévenir. Ils arrivent avec des hélicoptères, apportent leur propre infrastructure de communication et mènent des opérations dans la zone. Personne ne sait qui les a appelés. Les gardes forestiers proposent d'aider les Bérets Verts car ils connaissent bien la région. Mais les Bérets Verts déclinent. Ils travaillent strictement seuls. Ils restent dans la zone pendant environ 4 ou 5 jours, cherchant quelque chose. Personne ne sait exactement ce qu'ils recherchent. Ils ne fournissent aucune information et opèrent complètement indépendamment. Ils ne révèlent pas s'ils cherchent Dennis ou autre chose ou quelqu'un d'autre. Aucune information. Même les demandes officielles ultérieures en vertu de la loi sur la liberté d'information concernant leur présence ne reçoivent aucune réponse de la part des Bérets Verts. Cela, malgré l'affirmation de vétérans que les Bérets Verts ne cherchent jamais de personnes disparues sous aucune circonstance. Ils ne considèrent pas cela comme faisant partie de leur mission. Étaient-ils là, par hasard? Qui les a appelés? Quelqu'un avec de bons contacts? L'agent spécial du FBI responsable? Ou ont-ils leurs propres informations qui déclenchent leur déploiement? Ou est-ce simplement une coïncidence, comme le cas de Douglas Legge seulement 3 ans plus tard? Si leur présence est liée à la disparition de Dennis Martin, c'est évidemment un secret. M. Martin a de plus en plus l'impression que le service du parc lui cache des choses, retenant des informations. Cela malgré le fait qu'il reste sur place pour être informé de chaque étape de la recherche. Il veut être le premier à savoir s'il y a des nouvelles. Cependant, il doit apprendre le témoignage de la famille qui, par l'intermédiaire d'un tiers. Les responsables de l'équipe de recherche pensent qu'il est impossible que la disparition de Dennis et l'observation de la famille Kay soient liées en raison des contraintes de temps. Les emplacements sont trop éloignés et il serait impossible de parcourir la distance entre Spencefield et Rollins Creek dans le laps de temps entre la disparition de Dennis et l'observation de la famille Key. Ainsi, M. Martin prend les choses en main. Le lendemain, lui et un employé du parc national parcourent la route de Spencefield à Rollins Creek et parviennent à le faire en moins de temps qu'il ne serait théoriquement nécessaire pour que les 2 incidents puissent être liés. Après 6 semaines, la recherche est finalement abandonnée, sans trouver aucune preuve que Dennis soit encore dans la région. Dennis Martin reste disparu à ce jour. Il n'est jamais retrouvé. Question. On pourrait bien sûr supposer que Dennis pourrait être tombé dans une crevasse ou avoir disparu dans une grotte. Cependant, selon l'administration du parc national, toutes les crevasses et grottes ont été scellées à la fin des années 1950 et au début des années 1960, donc cette possibilité est peu probable. Quelqu'un a-t-il enlevé Dennis? L'absence totale de toute trace contredit cela. Aucune empreinte de Dennis, aucune trace de lutte, aucun indice d'un possible ravisseur, aucune trace de lutte, aucun objet perdu, aucune chaussure perdue, rien. Et pourtant, il y a le témoignage de la famille Key. Les gardes forestiers avaient précédemment rapporté avoir été attaqués par un homme sauvage dans le parc. Mais ce qu'est cette créature reste incertain. Cependant, dans ces cas mystérieux, une créature ressemblant à un loup marchant sur 2 jambes apparaît à plusieurs reprises dans les témoignages de témoins et dans les déclarations des survivants. Dans les incidents au ranch Skinwalker en Arizona, il est également question d'une créature ressemblant à un grand loup qui marche sur 2 jambes et qui semble pouvoir disparaître de manière surnaturelle d'un moment à l'autre. Examiné individuellement, cela peut sembler insignifiant, mais lorsque l'on considère tous les cas
Il est notable que des conditions météorologiques extrêmes se produisent de manière disproportionnée pendant ou immédiatement après la disparition ou au début des opérations de recherche. Souvent, ce sont des précipitations qui entravent les recherches, des chutes de neige, voire de violentes tempêtes et du brouillard qui empêchent les hélicoptères de recherche de décoller, etc. Évaluation. Une fois de plus, il y a un cas similaire, proche dans le temps. Seulement 3 ans plus tard, à plus de 1000 km plus au nord-est, dans les montagnes Adirondack du nord de l'État de New York, près de Lake Placid, le jeune Douglas Legge disparaît également soudainement dans la forêt dense, de manière inattendue, sous l'œil attentif de son oncle. Lui aussi semble avoir parcouru une grande distance avant de disparaître enfin, voir Casse 48, volume 2. Et Alfred Beilartz disparaît également de la présence immédiate de ses parents, marchant à quelques mètres derrière eux lors d'une promenade dans le parc national des Montagnes Rocheuses au Colorado, et est ensuite observé par des témoins avec des jumelles sur une falaise de 100 mètres de hauteur. Personne ne sait comment il est arrivé là. Voir Casse 50, volume 2. David Raleigh, Lake Winnisook, 1959. David Raleigh a disparu le 13 juin 1959 au bord d'un lac de montagne appelé Lake Winnisook, dans le nord de l'État de New York. Il avait alors 5 ans. À l'été 1959, le petit David Raleigh pêchait au Lake Winnisook avec son père et son frère. Le lac est entouré de hautes montagnes pittoresques dans une belle vallée, ce qui en fait un endroit idéal pour passer des vacances, se détendre et trouver la tranquillité. Le père avait loué une barque pour les 3 et ils étaient ainsi sortis sur le lac. Ils ont passé la journée là-bas à lancer des lignes de pêche et le père a appris aux garçons les bases de la pêche. C'était le plein été et les soirées étaient longues et lumineuses. Les 3 ont profité de la tranquillité du lac à la lumière du soir, bien après que le soleil se soit couché derrière les montagnes. Finalement, vers 20 heures, il a commencé à pleuvoir légèrement, alors le père a décidé qu'il était temps de ramener le bateau au petit port. Il a mis de côté les cannes à pêche, a pris les rames et a commencé à ramer le bateau vers la rive. Près du quai, le père a amené le bateau à un ponton près de la cabane en rondin où il séjournait et a dit à son jeune fils de descendre et de courir jusqu'à la cabane pour s'abriter. Il lui a dit qu'ils arriveraient bientôt. La cabane était en vue et David n'avait qu'à contourner quelques buissons pour y arriver. La pluie s'intensifiait et plus tard dans la nuit, il a neigé sur les sommets des montagnes environnantes. Quand le père et son fils aîné sont arrivés à la cabane avec le matériel de pêche et les poissons capturés, David n'était pas là. Le père est entré dans la cabane, mais le petit garçon n'y était pas non plus. Il a envoyé son fils aîné chercher David, mais il est revenu sans résultat. David était introuvable. Le père est alors sorti pour chercher son plus jeune fils. Il semblait improbable que David ait pu se perdre sur le court chemin entre le quai et la cabane. Malgré l'été, la pluie était froide. Alors qu'est-ce qui aurait pu empêcher David de chercher immédiatement refuge dans la cabane? Mais le père ne l'a pas trouvé non plus, ni derrière la cabane, ni sur le chemin, ni en bas au quai. Il a dû admettre que son fils avait disparu. Il l'a donc signalé comme disparu aux autorités. Recherche. Une grande opération de recherche a été lancée pour retrouver David, qui a duré 30 jours. Des centaines d'équipes de recherche ont ratissé toute la zone. La rive du lac, les forêts, le versant de la montagne derrière la cabane et toute la vallée autour du lac ont été minutieusement fouillés. Même après la fin de la recherche officielle, d'autres bénévoles sont revenus plusieurs fois au lac pour continuer à chercher le garçon. Tout cela sans succès. David semblait introuvable. Le garçon
ne pouvait plus être dans la région. Bientôt, les équipes de recherche ont abandonné, mais le père a continué à chercher. Finalement, 4 mois après la disparition de David, le père de David et un agent de la police d'État ont trouvé le corps du garçon à seulement 300 mètres en montant derrière la cabane dans un petit ruisseau de montagne. Le médecin légiste a déterminé que la cause de la mort était l'hypothermie. Le garçon serait mort de froid la première nuit après sa disparition. Question. La déclaration du médecin légiste semble quelque peu incroyable, étant donné que le corps a été retrouvé seulement 4 mois après la disparition du garçon. Après un si long temps, il est impossible de déterminer la date exacte de la mort. La déclaration du médecin légiste ressemble davantage à une tentative de clôturer rapidement l'affaire. De plus, il est très douteux que le garçon ait pu grimper 300 mètres en montée. Même s'il s'était égaré un moment, il se serait arrêté et aurait appelé à l'aide plutôt que de monter 300 mètres sur la montagne. Mais ce schéma se retrouve dans de nombreux cas, alors qu'il est habituel de descendre lorsqu'on est perdu, en particulier les enfants qui se fatiguent rapidement et perdent la motivation. Les disparus dans ces cas sont souvent retrouvés en montée par rapport à leur dernier emplacement connu, dans des endroits où ils ne pouvaient pas être arrivés par leurs propres moyens. De plus, il n'est pas clair comment les équipes de recherche qui ont fouillé la région pendant des semaines après David n'ont pas pu trouver le corps à seulement 300 mètres de l'endroit où il a disparu. David était-il réellement à l'endroit où il a été trouvé tout ce temps, ou a-t-il été emmené là plus tard? Évaluation. Encore une fois, un garçon est retrouvé beaucoup plus haut sur la montagne, défiant toute logique, tout comme Bobby Bisup et Jerry Hayes, mais aussi des chasseurs, des hommes adultes comme Corey Fay ou Fortunado Rivera. Qu'est-ce qui pousse ces personnes à monter sur la montagne? Le font-ils intentionnellement? Se perdent-ils et montent-ils par erreur, alors que dans ce cas, la maison sûre et sèche est en bas, près du lac, et non en haut de la montagne? Sont-ils pourchassés ou enlevés? Sont-ils attirés? Entrent-ils dans un monde parallèle et, comme les victimes le rapportent souvent, ne sont pas tout à fait dans leur bon sens, ne sont pas tout à fait ici et ne sont pas tout à fait là non plus? Personnes disparues. Maintenant disponible partout, en e-book et livre de poche, ainsi qu'en livre audio sur notre site web denkverlag.com ou sur Google Play Store. Les cas de Missing 411 les plus troublants, des cas qui ne pourraient pas être plus inquiétants et mystérieux. Volume 1, 2, 3 et 4 en e-book, livre de poche et livre audio, bientôt disponibles partout.